Le Congo, officiellement appelé la République du Congo, est souvent désigné sous le nom de Congo-Brazzaville pour le différencier de son voisin, le Congo-Kinshasa, est un État d'Afrique centrale. Le pays bénéficie d'abondantes ressources naturelles, comprenant principalement le bois, les minéraux et le pétrole. Le pétrole, souvent qualifié d'or noir, constitue plus de 2 tiers des ressources nationales et représente environ 90% des exportations du Congo-Brazzaville. Grâce à ces importantes réserves, le pays se positionne en tant que 6e producteur africain de pétrole. Néanmoins, en dépit de cette importante source de revenus, le Congo-Brazzaville demeure ironiquement l'un des pays les plus endettés à l'échelle mondiale, tout en figurant parmi les nations les plus démunies lorsque l'on considère le niveau de vie de sa population. Selon la Banque africaine de développement, en 2022, le taux d'endettement du Congo était de 109,7% de son PIB. Les importantes ressources de ce pays, qui auraient dû le propulser et améliorer le niveau de vie de sa population, ont plutôt été à l'origine d'un épisode tragique. À l'origine de toutes les convoitises, le pétrole a été le déclencheur d'une guerre civile qui a ensanglanté le Congo-Brazzaville pendant plus d'une décennie, prenant fin seulement au début du siècle en cours. Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire, et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business, et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Dès les premières années qui ont suivi l'indépendance, l'abbé Fulbert Yolo, un ecclésiastique qui se distinguait par ses somptueuses soutanes, occupait la présidence de l'État. Sa gouvernance a été marquée par l'inexpérience et la corruption et en 1963, il a été destitué à la suite d'une insurrection populaire. Il sera remplacé par Alphonse Massamba Deba, alors président de l'Assemblée nationale. À la fin des années 60, le pouvoir est pris par les militaires congolais sous la direction du capitaine Marien Ngouabi. Et c'est précisément à ce moment-là que le Congo devient une république populaire, adoptant un système de parti unique avec le Parti congolais des travailleurs, dont la doctrine est directement influencée par le marxisme-léninisme. Marien Ngouabi combine sa carrière militaire avec un engagement politique. Il fait partie d'un mouvement militant prônant la révolution, critiquant le président Massamba Deba pour sa vision d'un socialisme purement africain, qualifié de socialisme bantou. En tant que jeune officier, Ngouabi défend un socialisme radical, envisageant celui-ci comme partie intégrante de la grande révolution mondiale et prolétarienne. Le président Massamba Deba, irrité par les critiques ouvertes à l'encontre de sa politique par le jeune officier Ngouabi, supporte mal cette remise en question. Le conflit s'intensifie et devient public en 1966. Massamba Deba destitue Ngouabi, mais ce dernier refuse de rendre ses galons. Face à la popularité de l'officier au sein de l'armée, le président évite de confronter directement l'institution militaire. Cependant, 2 ans plus tard, Massamba Deba revient à la charge et ordonne l'arrestation de Ngouabi. Cette incarcération est toutefois de courte durée car seulement 2 jours après son arrestation, le jeune capitaine est libéré par un commando de parachutistes dirigé par 2 officiers qui joueront par la suite un rôle majeur, Yombi Opango et Denis Sassou Nguesso, l'actuel président congolais. Ces officiers mutins contraignent Massamba Deba à démissionner, ouvrant la voie à Marien Ngouabi pour devenir le commandant suprême de l'armée, puis rapidement chef de l'État. Une fois à la présidence, Ngouabi met en œuvre le marxisme scientifique dans une république populaire gouvernée par le parti unique, le PCT. Le Congo accueille plusieurs coopérants et experts soviétiques ainsi que des représentants chinois maoïstes engagés dans une concurrence effrénée. Malgré la présence de Chinois et de Soviétiques, le Congo ne bascule pas pour autant dans le camp de l'Est. Ngouabi prend soin de maintenir des liens avec Paris et préserve les intérêts économiques de la France au Congo. Cependant, ce statu quo ne dure pas, car le gouvernement français, réticent à voir son ancienne colonie adopter un régime marxiste, et le camp occidental, inquiet de l'expansion communiste en Afrique, envisage des mesures pour se débarrasser de Marien Ngouabi. Au début de l'année 1970, le régime de Ngouabi subit un revers majeur, marqué par une intervention étrangère indéniable. L'acteur principal de cette manœuvre est le grand voisin, le Zaïre, dirigé par Sese Seko Mobutu. Mobutu, mécontent de la proximité du Congo avec Pékin et Moscou, a agi de concert avec la CIA. Avec le concours de Mobutu et de la CIA, le lieutenant Kigonga, alias Siroko, a été en mesure de fomenter un coup d'État.
Kigonga et ses hommes ont d'abord occupé le bâtiment de la radio, appelant immédiatement le pays à se soulever contre Ngouabi. Cependant, la réaction de Ngouabi a été rapide. Malgré son statut de chef d'État, il a personnellement dirigé l'assaut armé contre le bâtiment de la radio aux côtés de ses parachutistes. Les mutins ont été neutralisés, la rébellion a été écrasée et l'ordre a été rétabli. La tentative avortée de renversement entraîne un durcissement du pouvoir et la mise en place d'une répression sévère. En 1972, des éléments de l'armée affiliés au Parti congolais du travail organisent un putsch dirigé par un certain Ange Diawara. Cependant, le coup d'État échoue, entraînant une répression brutale. De nombreux putschistes sont arrêtés et exécutés et plus de 2000 personnes sont emprisonnées. Diawara, parmi d'autres, parvient à s'enfuir et établit immédiatement un maquis. Cependant, l'armée le traque et, un an plus tard, il est abattu par les forces militaires congolaises. Les cadavres de Diawara et de ses compagnons sont ensuite exposés publiquement à Brazzaville. Le chef de l'État profite de cette période pour purger les rangs de l'armée et du parti, ce qui lui apporte momentanément une certaine tranquillité. Cependant, cette accalmie est de courte durée car l'instabilité politique devient chronique, la situation économique se détériore rapidement et les relations avec la France se tendent à mesure que la République populaire du Congo accuse Paris de l'asphyxier économiquement, ce qui n'est pas dénué de fondement. En effet, la Compagnie des Potasses du Congo, fournissant une grande partie des ressources du pays, diminue progressivement son activité malgré les demandes insistantes de Brazzaville. De plus, la société Elf Aquitaine, exploitant les gisements pétroliers congolais, extrait moins de pétrole que prévu. Les experts prétendent que les réserves congolaises ont été surévaluées, mais pourtant, un quart de siècle plus tard, le pétrole continue de couler au large des côtes congolaises. Cette compagnie pétrolière, créée pour être le bras économique de la France en Afrique, obéit aveuglément au gouvernement français. Si sa production a été réduite, ce n'est donc pas un hasard. En réalité, Paris semble vouloir étrangler Brazzaville et pour comprendre cela, il faut se tourner vers les frontières du Congo, plus précisément vers la riche enclave de Cabinda, souvent appelée le Koweït africain, en raison de ses immenses réserves de pétrole. Bien que formellement angolaise, la région du Cabinda suscite un intérêt particulier des Occidentaux qui cherchent à la séparer de l'Angola, désormais sous l'influence du marxisme. Les convoitises autour du pétrole du Cabinda ne cessent de croître. Les services secrets français semblent avoir largement contribué à la création du FLEC, Front de libération de l'État du Cabinda, un mouvement armé largement financé par la France, recrutant des mercenaires à Paris. Certains de ces mercenaires estiment que le Congo pourrait constituer une base arrière idéale pour les combattants indépendantistes du FLEC. Cependant, le chef de l'État congolais, Marion Ngouabi, ne pouvait pas accepter d'accueillir des rebelles hostiles à l'Angola, un pays partageant la même idéologie marxiste. Au contraire, il souhaitait aider les dirigeants angolais à mettre fin à l'insurrection des indépendantistes du Cabinda. Marion Ngouabi disposait d'un atout de première importance, la voie ferrée Congo-Océan reliant Brazzaville à Pointe-Noire et longeant la frontière du Cabinda. Cette ligne était vitale pour l'économie congolaise et était en cours de reconstruction dans les années 1970. Le président angolais avait été autorisé à utiliser cette voie pour lutter contre les indépendantistes du FLEC. Cependant, en janvier 1977, des commandos du FLEC attaquent les chantiers du Congo-Océan, tuant des ouvriers, enlevant des ingénieurs et rendant cette voie ferrée inutilisable pendant de longs mois. Pour le président congolais Marion Ngouabi, c'est un coup très dur. Il accuse immédiatement la France d'avoir encouragé cette agression perpétrée par le FLEC, considéré comme un produit des services secrets français. Le 18 mars 1977, alors qu'il se prépare à déjeuner chez lui en compagnie de son fils aîné, Marion Ngouabi, président du Congo-Brazzaville, résidant dans une demeure au cœur de l'état-major des forces armées, reçoit une visite inattendue. Il est sur le point de commencer son repas lorsqu'on lui annonce une visite. Il descend alors et se retrouve face à 4 hommes, 3 en civil et le 4e en tenue de combat, que Ngouabi reconnaît comme l'ex-chef du renseignement militaire, le capitaine Kikadidi, un officier limogé par l'armée. Dès qu'il aperçoit Ngouabi, Kikadidi sort une arme, provoquant une réaction immédiate du président qui tire son propre pistolet de son étui et se précipite sur eux. Ngouabi parvient à abattre 2 des civils, mais il est finalement lui-même tué. Kikadidi réussit à s'échapper. À la suite de la mort de Marion Ngouabi, la direction provisoire du pays est assurée par Denis Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense. Quelques jours plus tard, Yombi Opango, chef des armées, est désigné président. Cependant, en 1979, il sera remplacé par Denis Sassou Nguesso.
Avec l'arrivée au pouvoir de Sassou Nguesso, les relations entre le Congo et la France se sont améliorées. Cependant, le pays demeure une république socialiste dirigée par le Parti congolais des travailleurs. Mais malgré la présence du PCT, c'est l'industrie pétrolière qui exerce une influence prépondérante, étant la principale source de richesse du pays. Elf, devenu plus tard Total, puis Total Energy, s'adapte bien au caractère marxiste du régime et les dirigeants congolais acceptent volontiers cette tutelle économique en tirant largement profit. Elf a été créé sous la présidence du général de Gaulle avec un objectif clair: être l'instrument de la France dans les pays africains où elle exploiterait le pétrole, servant au mieux les intérêts français. Même après l'octroi de l'indépendance, la France n'entendait pas se désintéresser de ce nouveau pays. Elle s'est donc dotée d'un véritable service de renseignement. De plus, les revenus générés par Elf pouvaient être utilisés pour exercer une influence sur les dirigeants africains en les corrompant. Une partie de ces fonds était également dirigée vers la France, finançant ainsi des partis politiques. Pendant plus de 10 ans, Denis Sassou Nguesso règne sans partage et ses relations avec Elf et la France sont excellentes. Au cours de cette période, la production pétrolière de la compagnie française au Congo double. Cependant, le pays s'endette simultanément. Le trésor congolais semble être comme un puits percé, plus l'argent entre, plus il disparaît rapidement. Pour payer ses fonctionnaires, le gouvernement congolais doit gager ses futures ressources pétrolières, créant une sorte d'hypothèque ou de préfinancement. Dans les années 1990, malgré la croissance continue des revenus pétroliers, le Congo se retrouve paradoxalement lourdement endetté. Cette situation suscite le mécontentement de la population, accusant le président Denis Sassou Nguesso d'enrichissement personnel. Cependant, Sassou Nguesso fait son mea culpa et parvient à rester au pouvoir jusqu'aux élections prévues en 1992. Après la fin du régime du parti unique, les Congolais votent en 1992 et Pascal Lissouba, un professeur de génétique, remporte l'élection au deuxième tour avec le soutien de Sassou Nguesso. Un gouvernement d'union nationale est formé, mais Lissouba, malgré ses promesses préélectorales, refuse d'associer Sassou Nguesso au pouvoir. Cela crée des tensions et Sassou Nguesso devient un adversaire acharné, cherchant toujours à renverser Lissouba. Le nouveau président Pascal Lissouba doit maintenant faire face à deux rivaux sérieux, Sassou Nguesso et Bernard Kolela. Sa situation est d'autant plus délicate que l'armée penche toujours du côté de l'ancien président. Face à une possible menace de l'armée, le président Lissouba crée sa propre milice, les Zoulous. Ses rivaux, Sassou Nguesso et Bernard Kolela, répliquent en formant les Cobras et les Ninjas respectivement. La situation au Congo devient explosive. En raison de l'endettement colossal du pays, le président Lissouba réclame 150 millions de dollars à Elf. Cependant, en raison de la garantie des futures recettes pétrolières, cette somme lui est refusée. Pour faire face à ses obligations, Lissouba se tourne alors vers les Américains et leurs pétroliers, en particulier la compagnie Oxy, qui manifeste un intérêt immédiat. Pour la première fois, l'hégémonie d'Elf au Congo est menacée. Cette perspective est considérée comme très grave, voire inacceptable du point de vue d'Elf. Simultanément, des troubles violents éclatent à Brazzaville, l'opposition reprochant à Lissouba de céder le pétrole congolais aux Américains. Ces incidents, où les milices Zoulou et Ninja s'affrontent, entraînent de nombreuses pertes humaines. Finalement, Lissouba renonce au contrat avec la firme américaine Oxy et reprend les négociations avec la compagnie française Elf. Elf remporte le contrat, mais il subsiste des interrogations quant à son éventuelle implication dans ces troubles. À partir de ce moment, il est clair que Pascal Lissouba n'est plus bien vu par les dirigeants de la firme française. En novembre 1993, les troubles éclatent à Brazzaville, plongeant la ville dans de véritables scènes de guerre. La première guerre congolaise qui en découle dure jusqu'en 1995 avec des périodes de calme temporaire. Le bilan de ces affrontements, qui ont fait entre 1000 et 2000 victimes et déplacé plusieurs dizaines de milliers de personnes, est particulièrement lourd. Bien qu'une paix soit signée à la fin de l'année entre les belligérants, les leaders n'ont en rien renoncé à leurs ambitions. Denis Sassou Nguesso souhaite reprendre le pouvoir qu'il a perdu dans les urnes, tandis que Lissouba espère se débarrasser de ses deux rivaux. Pendant cette paix armée, les différentes factions continuent de s'armer et recrutent même des mercenaires israéliens, ukrainiens, sud-africains et des mercenaires français, anciennement aux côtés de Bob Denard. Dans ce contexte, la France a déjà choisi son camp, celui de Sassou Nguesso. Il est donc évident qu'elle n'a pas une grande sympathie pour Pascal Lissouba. En effet, Sassou Nguesso, toujours favorable à Paris, a permis à la société pétrolière Elf de s'introduire en Angola et d'obtenir une importante concession offshore. De plus, il a promis à la firme française de réduire les redevances d'exploitation pétrolière augmentées par Lissouba en cas de retour au pouvoir.
En juin 1997, des troupes attaquent la résidence de Sassou Nguesso, marquant le début de la deuxième guerre civile du Congo. En représailles, la milice de Sassou Nguesso affronte celle de Kolela et de Lissouba. Une fois de plus, Brazzaville est dévastée et les habitants fuient en masse. En octobre 1997, Denis Sassou Nguesso triomphe et reprend sa place au palais présidentiel, tandis que ses deux rivaux s'enfuient à l'étranger. Son retour au pouvoir est immédiatement salué par Paris, qui voit en lui l'homme capable de rétablir la paix au Congo. Cependant, les combats persistent tout au long de l'année 1998 et jusqu'en 1999. À la fin de cette deuxième guerre congolaise, on estime qu'il y a eu au moins 25 000 morts, 800 000 déplacés et des viols systématiques de femmes.